C'était donc votre premier poste, vous étiez médecin, vous étiez dans un hôpital, et donc un grand, comment on dit? Un centre hospitalier universitaire, oui, voilà. un CHU. Un grand centre hospitalier universitaire, donc vous aviez un chef de service, un homme très charismatique, 20 ans de plus que vous, qui vous a donc pris sous son aile et vous a encouragé à continuer votre métier de médecin-chercheur. Voilà. Et puis un jour, ça a basculé. Comment ça s'est présenté Oui, j'étais déjà depuis 1 an dans ce service et donc je menais des activités de recherche. J'avais des études en cours, donc je le rencontrais régulièrement. Et donc un jour, j'avais rendez-vous avec lui dans son bureau. Donc j'y suis allée pour exposer, comme d'habitude, enfin mes résultats d'études, etc. Et je sais pas, ça l'a peut-être excité. Et donc il s'est jeté sur moi, il a soulevé mon pull et il a touché mes seins. Donc c'est vrai que sur le coup, j'étais tellement surprise, j'étais vraiment à milieu de penser qu'une chose pareille pouvait arriver, moi qui l'adulais, qu'il me mettait sur un piédestal. Comment vous avez réagi? Alors donc là, cet épisode-là, je suis partie, en courant, très choquée, quoi, très choquée. Vous en avez parlé à personne? Non, pas personne, et puis bon, je me suis dit que c'était un accident, j'ai minimisé vraiment l'événement, tout de suite ça m'a beaucoup choquée, et puis ensuite je me suis dit que bon voilà, j'ai essayé, il y a une espèce de déni, quoi, on essaye de passer l'éponge parce que j'étais tellement, il n'était pas question pour moi, je n'avais même pas envisagé à ce moment-là de quitter mon travail, quoi, parce que j'étais tellement passionnée par ce que je faisais que pour moi c'était. Et admiratif de cet homme en plus. Oui, absolument. Il le savait. Oui, il a joué là-dessus, bien sûr. Ça a recommencé? Alors bien sûr, ça a recommencé plusieurs fois, de nombreuses fois, puisque en tout le harcèlement a duré 2 ans. C'était crescendo à chaque fois, donc à chaque fois j'étais terrorisée quand je devais le rencontrer. J'étais alors là à ce moment-là très sur mes gardes évidemment. Et puis il attaquait toujours par surprise et c'était jamais la même attaque, quoi. Et une fois je me souviens qu'il m'avait coincée dans sa pièce d'archives, il m'a attirée en me disant venez m'aider à soulever la pile de dossiers, récupérer un dossier et puis voilà, il a fermé la porte, donc en plus on n'entendait rien puisqu'il y avait 3 portes, quoi, 2 portes pour son bureau, plus la porte d'archives. Enfin, on était vraiment très isolés. Je pouvais crier, ça servait à rien. Et puis voilà, il m'a coincé contre les étagères et des livres ont même tremblé. C'était assez violent, oui. Vous pensez qu'il allait vous violer à ce moment-là? Oui. C'était son intention, je pense, oui. Donc, je me suis débattue et je suis partie. Et à chaque fois, c'était. Combien de fois c'est arrivé ce type d'incident? J'aurais du mal à le chiffrer maintenant, mais. À peu près 10 fois? Oh, plus. Et vous rentriez le soir et vous ne pouviez pas en parler à votre mari? Non, je ne pouvais pas parce que donc il se développe en fait un sentiment terrible de culpabilité, ce qui est évoqué par toutes les victimes de harcèlement. En fait, on culpabilise parce qu'on voilà, il y a toujours ce genre de suspicion. Et puis il y a aussi surtout un sentiment en fait d'ambivalence qui se développe au fil du temps. C'est très ambigu en fait. Il y a attraction, répulsion. Voilà, absolument. On est fasciné par le grand médecin et puis on est dégoûté par l'homme et donc c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, quoi, la victime qui est fasciné par son bourreau. Et comment vous viviez tout ça, vous, au quotidien? Dans quel état d'esprit vous alliez à l'hôpital, travailler le matin? J'étais terrorisée, à chaque fois que je devais aller à l'hôpital, j'étais terrorisée, je somatisais, j'avais plein de troubles fonctionnels. Quand je devais le rencontrer, j'avais déjà peur de le croiser dans un couloir, et quand je devais le rencontrer, quand j'avais rendez-vous avec lui, je tremblais, j'avais des palpitations, oui, je somatisais vraiment. À quel moment vous vous êtes dit c'est anormal, il faut que je fasse quelque chose? Bien, il y a eu un déclic particulier? Alors, donc c'était vraiment crescendo, quoi. Et au bout de, donc je m'enfermais vraiment. Je n'en parlais à personne. Je voulais pourtant en parler à mes collègues. Et mais de quoi vous aviez peur? Je me sentais coupable, j'avais honte en plus de ne pas arriver à me défendre. Au début, je tenais à mon poste aussi, c'est un chantage au poste, donc il me promettait une promotion. C'est pervers. Donc, et puis bon, voilà, donc c'est tout un engrenage en fait qui fait que finalement on est au fond du gouffre et sans porte de sortie, quoi. Sans porte de sortie, effectivement, on est enfermé, on n'a plus de recul aussi, parce qu'on n'en parle pas, donc on se sent vraiment terriblement coupable. Et puis au fil du temps, plus ça va, moins on peut en parler à son mari, on ne peut pas lui dire j'ai subi tout ça, je te le dis maintenant. Pour moi, c'était vraiment impensable. Et donc, c'est le seul moyen que j'ai trouvé comme exutoire, c'est l'écriture. Et j'ai commencé à écrire. Et donc, j'en ai fait d'ailleurs un roman, puisque ça a été ma thérapie, en fait. Un roman ou une autobiographie?
C'est romancé, mais c'est effectivement... Vous avez porté plainte contre cet homme? Non, je n'ai pas porté plainte parce que d'abord, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Je suis pas du tout procédurière, agressive. Enfin, pour moi, j'étais vraiment... Votre mari, il n'a pas eu envie de vous venger? Alors, mon mari l'a su quand j'ai terminé le livre, en fait. Et d'ailleurs, j'ai regretté aussi, puisque à ce moment-là, j'étais à nouveau... puisque lui encaissait le coup, donc s'est senti coupable de ne pas avoir réagi, alors qu'il ne pouvait pas. De toute façon, il sentait que j'allais pas bien, donc plusieurs fois, il me posait la question qu'est-ce qui se passe? Enfin bon, et je trouvais toujours des prétextes, j'ai trop de travail. Gardez de la tendresse et de la complicité avec votre mari pendant cette période? Oui, oui, parce que justement l'amour est quand même une bouée de sauvetage. Heureusement qu'il était là. J'ai pu quand même. Il a toujours été bienveillant, toujours. Vous oubliez dans ses bras, quoi. Enfin, je veux dire. Oui. Mais en même temps, j'étais très prise. Ça rejoint d'ailleurs un petit peu ce que disaient les autres personnes. Je travaillais aussi de plus en plus énormément, parce que je voulais justement que mes travaux aboutissent. Je voulais qu'ils soient fiers de moi aussi, voilà, faire mes preuves et qu'ils soient fiers de moi. Voilà. Il vous attaquait toujours par surprise. C'est jamais un homme qui vous a juste dragué correctement en vous disant que. Jamais, il envisageait certaines choses avec vous. Est-ce que vous étiez d'accord? Enfin, non, il n'y a absolument pas eu d'allusion du tout. Je suis moins lourd que ça quand je m'y mets, heureusement, mais je veux dire, voilà, une approche plus humaine, quoi. Non, pas du tout. Non, c'était vraiment... D'ailleurs, il était très... c'est un pervers. Hein. Pendant les staffs, par exemple, il pouvait très bien me démonter, me casser devant tout le monde pour un détail. Et puis, à un autre moment, il allait me couvrir des loges, c'en était presque gênant. Ou alors, il me faisait des caresses avec le pied sous la table, alors qu'il y avait plein de monde autour. Enfin bon, évidemment, je pouvais rien dire. Ou une autre fois, c'était à la tête d'un malade, je faisais un examen. Il est venu me demander, il a trouvé le prétexte de venir voir comment je faisais tel examen. Et ça recommençait. Et puis, avec le malade dans la pièce, il en a profité pour me caresser, quoi. Donc c'était. Vous avez pu vous défendre? Très pervers. Je suis partie. Enfin, à chaque fois, je me sauvais, oui, mais je finissais en pleurs dans un coin de... dans mon Vous avez eu une explication avec lui? Non, jamais, non. Non. La seule solution, dans ce cas-là, c'est la fuite. Alors, dans les cas extrêmes, c'est la fuite, c'est le suicide. J'en étais pas loin, d'ailleurs. Hein. J'ai fait une très grosse dépression. Ça retentit sur ma famille, puisque ma fille a fait des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Et en fait, c'est ça qui m'a fait réagir. Je me suis dit... tant que c'était moi, je ne me rendais pas compte, j'étais prise dans cette espèce de spirale. Et quand j'ai vraiment eu, je pense, le déclic à partir de ce moment-là où j'ai vu que ça retentissait sur mes enfants. Et là, j'ai réalisé que déjà, cette promesse de poste, c'était qu'une promesse, c'était qu'un chantage, que ça n'arriverait jamais et que là, il fallait que ça s'arrête, quoi. Et puis rien ne vaut aussi cher. Enfin, je veux dire, aucun poste ne vaut le coup d'y laisser sa santé. Alors, quand on est malade, on va voir un médecin, et quand on est médecin, on va voir qui? Justement, je suis allée voir personne. J'aurais dû aller voir, je ne suis pas moi-même psychiatre, donc j'aurais dû aller voir un psychiatre, mais je n'ai pas fait cette démarche parce que je n'arrivais pas à en parler, parce que je me sentais coupable. Et voilà, et mon seul confident, c'était mon petit carnet dans lequel j'ai tenu un journal. Même pas une amie, même pas la famille? Non, à chaque fois j'essayais, je suis allée déjeuner avec des amis, en me disant, cette fois-ci, je vais en parler, ou même à mon mari, quelquefois, je me suis dit, je vais lui en parler, ça y est, aujourd'hui c'est décidé, et puis non, ça ne sortait pas. Ça vous surprend, Brigitte, que ça puisse arriver dans un milieu comme celui-ci? Non, dans tous les milieux professionnels. Et moi qui ai connu le privé, il y avait du harcèlement dans la sphère privée, je dirais les entreprises privées, des grandes entreprises ou des grandes ou des petites entreprises. Et également, j'ai travaillé à l'université et dans des centres médicaux et c'était la même chose. Donc effectivement, le harcèlement, il y en a partout et d'autant plus dans, je dirais, les milieux administratifs et médicaux aussi. Parce que voilà, il y a des formes de pouvoir, il y a des professeurs d'université ou des grands médecins qui vont exercer une forme de pouvoir, et puis des pervers narcissiques, il y en a partout. Qu'est-ce que c'est un pervers narcissique? Oui, il s'apparente effectivement. Qu'est-ce que c'est un pervers narcissique? C'est une personne, alors ça existe chez les femmes et chez les hommes. Donc qui se croit au-dessus de tout, au-dessus de tout le monde? Oui, c'est la toute-puissance, et puis qui utilise l'autre comme un objet à détruire, parce que lui-même, il est en souffrance de toute façon. Hein. Et donc il utilise l'autre pour le détruire. Voilà. Ouais, 30% des salariés déclarent avoir subi ou subir un harcèlement, alors moral ou sexuel au boulot, ça me paraît dément, 30%. Oui, alors il y a souvent...
c'est peut-être un peu exagéré, mais néanmoins, alors il y a souvent ce qu'on appelle la maladresse des managers. Il y a des managers, effectivement, enfin ce qu'on appelle managers, des responsables d'équipe, qui peuvent être aussi très maladroits. C'est-à-dire pas toujours faire des compliments, être souvent dans les remarques, parce que c'est aussi un modèle culturel. Et c'est vrai qu'on apprend de plus en plus aujourd'hui, à travers le coaching, aux managers de complimenter aussi une équipe, de complimenter des coéquipiers pour reconnaître aussi leur travail. Donc quand les gens, effectivement... C'est-à-dire à mon équipe, je suis très content de cette émission. Vraiment, voilà, vous avez fait du bon boulot. Voilà, il faut les complimenter. Avant de faire des remarques, il faut toujours parler du positif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se défendre quand ça arrive pour la première fois? Quand ça arrive, faut pas laisser passer la deuxième. Ouais, c'est rare quand les gens veulent en parler parce que, comme vous l'exprimez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de culpabilité. La personne culpabilise parce qu'elle pense que c'est de sa faute. Il y a toujours ce phénomène un peu d'attraction et pulsion. Puis je sais pas si c'est le cas fréquemment, mais en tout cas là, il y avait en plus une carotte. Oui, mais souvent c'est ça. C'est un abus de pouvoir, oui, c'est un chantage. Ah oui. Alors ce qu'il faut faire, c'est quand c'est difficile d'en parler. Alors ce qui libère la personne, alors vous, ça vous a libéré le roman, c'est formidable. C'est en général de porter plainte, effectivement, sans être dans la procédure et d'être procédurier, néanmoins, d'avoir cette reconnaissance un jour et d'éviter aussi que le pervers puisse recommencer sur quelqu'un d'autre. Alors c'est une source de revenus, le boulot, mais c'est pas seulement, il peut aussi procurer du plaisir. Selon un récent sondage, 84% des Français disent qu'ils sont heureux d'aller travailler. Alors comme toujours, il faut savoir doser. Je crois que c'est ce que les témoignages nous auront appris aujourd'hui. Bonne journée.